Imaginez les allées autrefois bruyantes des centres commerciaux d'Orlando, où les familles du monde entier venaient dépenser leurs économies dans une sorte de pèlerinage à la gloire de la consommation américaine. Aujourd'hui, derrière le vernis des néons, le silence s'installe. Les hôtels de Miami, habitués à afficher complet, voient leur taux d'occupation vaciller, tandis que devant les consulats américains de Bogota, de Mumbai ou de Paris, des files d'attente interminables s'étirent sous le soleil. Des visages fatigués scrutent des documents administratifs comme s'il s'agissait de laisser passer pour une zone de guerre. Le paradoxe est total. Voici un pays qui a bâti sa puissance sur l'ouverture, le commerce et le rayonnement de son mode de vie, mais qui semble désormais faire tout son possible pour compliquer chaque entrée sur son territoire. Comment la première destination rêvée de la planète est-elle en train de se transformer en une forteresse méfiante qui décourage activement ses propres clients? Sommes-nous les témoins d'un suicide économique orchestré par la politique? Nous allons analyser la collision brutale entre une rhétorique anti-migration toujours plus dure et les intérêts vitaux de l'industrie du tourisme. Car en voulant fermer la porte aux indésirables, l'Amérique est en train de claquer le verrou au nez de ceux qui font sa richesse. Bienvenue dans une enquête sur le prix de la fermeture. Le constat est sans appel, et les chiffres tombent comme des couperets sur l'optimisme des chambres de commerce. Alors que le tourisme mondial a rebondi avec une vigueur spectaculaire, après les années de paralysie du Covid, les États-Unis semblent englués dans une stagnation inquiétante. L'Europe a retrouvé ses foules, le Mexique bat des records d'affluence, et l'Asie regagne ses parts de marché à une vitesse fulgurante. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les signaux d'alarme s'allument les uns après les autres. Les vols internationaux vers les grands hubs américains décollent avec des rangées de sièges vides et les dépenses des visiteurs étrangers, autrefois moteurs de la croissance urbaine, sont en chute libre. Les grandes destinations iconiques, de New York à San Francisco, peinent à retrouver leur niveau d'avant la crise sanitaire. Le problème n'est plus conjoncturel, il n'est plus une simple réplique du séisme pandémique. Il est devenu politique, structurel, presque idéologique. Le monde entier a rouvert ses portes en grand, invitant les voyageurs à revenir découvrir leurs paysages et leur culture. Les États-Unis, eux, semblent avoir profité de la parenthèse pour resserrer les rangs, durcir les procédures et envoyer un message de méfiance globale. La porte n'est plus seulement fermée par précaution sanitaire, elle semble désormais verrouillée par une volonté délibérée de contrôle total. Tout commence par une première couche de complexité, une série de décrets et de zones d'ombre que les analystes appellent le règne des listes noires. Sous couvert de sécurité nationale, des vagues successives de restrictions ont été mises en place, interdisant l'accès au territoire à des ressortissants de pays entiers. Des visas sont suspendus sans explication claire, des procédures d'asile sont gelées, et des familles se retrouvent séparées par des frontières devenues imprévisibles. Mais l'impact dépasse largement les catégories de personnes directement visées. C'est un effet de réputation dévastateur qui se propage comme une traînée de poudre. Même le touriste européen ou sud-américain, dont le pays ne figure sur aucune liste rouge, commence à ressentir ce malaise diffus. On ne se sent plus tout à fait bienvenu, on ne se sent plus désiré. L'image de marque de l'Amérique, autrefois synonyme de liberté et d'accueil, se fissure sous le poids de cette suspicion généralisée. Quand un État martèle quotidiennement que ses frontières sont poreuses et dangereuses, il ne s'adresse pas seulement aux migrants clandestins. Il s'adresse, consciemment ou non, à chaque voyageur potentiel. Le message reçu est simple et brutal. L'entrée sera difficile, l'accueil sera froid, et votre présence est un risque que nous tolérons à peine. Pourquoi choisir de passer ses vacances dans un pays qui vous regarde d'abord comme une menace potentielle avant de vous voir comme un client? La deuxième couche de cette muraille invisible est administrative. Le visa américain, autrefois formalité fastidieuse mais prévisible, est devenu un véritable parcours du combattant, à la fois financier et psychologique. Les frais de demande ont explosé, accompagnés de taxes de sécurité supplémentaires qui alourdissent une facture déjà salée pour une famille moyenne. Mais c'est surtout la lenteur du système qui décourage les plus téméraires. Dans certaines capitales mondiales, les délais pour obtenir un simple rendez-vous consulaire se comptent désormais en mois, voire en années. Imaginez une famille brésilienne ou indienne voulant visiter Disney World. Elle doit parfois planifier son voyage 2 ans à l'avance, sans aucune certitude d'obtenir le précieux sésame. Des fans de sport ratent des compétitions majeures, des hommes d'affaires annulent des contrats faute de pouvoir se rendre à une réunion, et des étudiants brillants finissent par choisir l'Europe ou le Canada, las d'attendre une réponse qui ne vient jamais. Chaque étape du processus semble conçue pour être un obstacle dissuasif. On demande des garanties financières délirantes, on exige des preuves de liens indéfectibles avec le pays d'origine, on multiplie les entretiens où chaque mot est pesé. Le voyage aux USA n'est plus une partie de plaisir, c'est une épreuve de force contre une bureaucratie qui semble avoir reçu pour consigne de dire non le plus souvent possible. Le résultat est mathématique, le flux se tarit, et les voyageurs se tournent vers des cieux plus cléments. Pour ceux qui parviennent à franchir l'étape du visa, l'aventure continue avec une hypersurveillance numérique qui frise l'interrogatoire de police. Les formulaires électroniques, comme l'ESTA ou les demandes de visa Boon, BE2, ont été considérablement durcis.
Il faut désormais fournir ses identifiants de réseaux sociaux, son historique complet de voyage sur les 10 dernières années, ses adresses mail et ses numéros de téléphone passés. Rien n'échappe à l'œil de Washington. Cette intrusion dans la vie privée crée une peur psychologique bien réelle. On craint un refus arbitraire à cause d'un commentaire mal interprété sur une plateforme numérique, on s'inquiète d'être fiché à vie dans des bases de données opaques, on redoute de voir ses photos personnelles fouillées au poste de douane. Pour de nombreux voyageurs, le plaisir de l'évasion s'évapore dès le remplissage du formulaire. Le sentiment de liberté, qui était pourtant le produit d'exportation numéro 1 de l'Amérique, est remplacé par une sensation d'étouffement. Pourquoi donner accès à l'intégralité de sa vie numérique pour quelques jours de vacances à Las Vegas? Face à cette exigence de transparence totale imposée unilatéralement, certains renoncent purement et simplement. Ils préfèrent des destinations où le respect de la vie privée n'est pas sacrifié sur l'autel d'une paranoïa sécuritaire. Le tourisme est un plaisir qui demande de la légèreté. L'hypersurveillance en fait une corvée que de moins en moins de gens sont prêts à accepter. Mais quelle est la logique derrière ce qui ressemble à un suicide économique? Le discours officiel est immuable, il faut sécuriser la frontière, quel qu'en soit le prix. Dans une Amérique polarisée, la thématique de la menace migratoire, du terrorisme et de la criminalité importée est devenue le moteur principal de l'action politique. Il faut montrer ses muscles, prouver que l'on contrôle chaque millimètre de terre et chaque individu qui foule le sol national. Durcir les entrées, même touristiques, est présenté comme un gage de sérieux et de fermeté, surtout en période électorale où chaque image de frontière franchie devient une arme politique. La tension est centrale et insoluble. Plus la rhétorique anti-migration sature l'espace médiatique, plus il devient politiquement impossible pour les dirigeants de faire des exceptions ou de simplifier les procédures pour les touristes. On ne peut pas, d'un côté, crier à l'invasion et, de l'autre, dérouler le tapis rouge. La frontière ne sépare plus seulement les migrants des citoyens, elle sépare désormais les touristes des hôtels. La sécurité est devenue une fin en soi, une religion d'État qui occulte totalement les réalités économiques. En voulant protéger la nation de spectres souvent exagérés, les politiques sont en train de bâtir une citadelle qui finit par s'enfermer elle-même. La muraille ne protège plus, elle isole. Le cri d'alarme vient pourtant de l'intérieur, du cœur même du business américain. Les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels internationales, les parcs d'attractions géants et les centres commerciaux de luxe voient les conséquences concrètes de cette politique. Les pertes se chiffrent en dizaines de milliards de dollars de recettes évaporées. Des centaines de milliers d'emplois sont directement menacés dans un secteur qui ne peut pas être délocalisé. Il faut comprendre une règle d'or de l'économie touristique, un visiteur étranger dépense en moyenne bien plus qu'un touriste domestique. Il reste plus longtemps, il achète plus, il utilise plus de services. Un touriste chinois, brésilien ou européen qui vient à New York est une mine d'or pour l'économie locale. En compliquant leur venue, les États-Unis tirent une balle dans le pied de leur propre industrie de services. L'US Travel Association multiplie les rapports alarmants, montrant que chaque point de part de marché perdu au profit d'autres nations représente des milliers de faillites potentielles de petites et moyennes entreprises américaines. Le pays est en train de sacrifier une industrie florissante pour satisfaire des exigences électorales de court terme. C'est un transfert de richesses massive vers le reste du monde, orchestré par ceux-là même qui prétendent défendre les intérêts des travailleurs américains. Ce ne sont pas seulement les grands groupes qui souffrent, mais tout le tissu social des grandes métropoles et des zones rurales. New York, Miami, Los Angeles, Orlando, Las Vegas, ces villes respirent au rythme des visiteurs internationaux. Quand le flux ralentit, ce sont les emplois les plus précaires qui disparaissent en premier. Les femmes de ménage dans les grands hôtels, les serveurs dans les restaurants, les guides touristiques, les chauffeurs de taxi, les petits vendeurs de souvenirs. Ironie du sort, ces emplois sont souvent occupés par des immigrés légaux ou des travailleurs issus des minorités, précisément ceux que la rhétorique politique prétend parfois vouloir protéger de la concurrence déloyale. L'effet boule de neige est dévastateur. Moins de touristes signifie moins de revenus pour les municipalités, ce qui entraîne moins d'investissements dans les transports publics ou la sécurité, rendant la destination encore moins attractive pour les futurs voyageurs. C'est un cercle vicieux qui s'installe. Dans les petites villes frontalières ou à proximité des parcs nationaux, la dépendance au tourisme est totale. Une baisse de fréquentation de 20% peut signifier la mort d'un village entier. En érigeant des barrières administratives, Washington asphyxie des territoires qui n'ont aucune autre ressource. La politique anti-migration finit par pénaliser brutalement les secteurs où travaillent ceux qui sont les plus fragiles économiquement. On détruit la demande mondiale pour sauver une illusion de contrôle souverain. Pendant que les États-Unis se barricadent derrière leurs formulaires et leurs barbelés, le reste du monde déroule le tapis rouge. L'Europe simplifie ses procédures de e-visa, l'Asie du Sud-Est multiplie les exemptions pour les grands marchés émetteurs, et le Moyen-Orient lance des campagnes de promotion agressives intitulées « Welcome ». Des pays comme le Mexique, la Turquie,
Les Émirats arabes unis ou la Thaïlande se positionnent désormais comme des alternatives naturelles et faciles aux USA. Pourquoi subir l'interrogatoire de la douane américaine quand on peut être accueilli avec un sourire et une formalité de 2 minutes ailleurs? Les chiffres de croissance de ces destinations sont insolents, portés par une clientèle qui a simplement décidé de changer de cap. Les campagnes publicitaires de ces pays sont partout, mettant en avant la facilité d'accès et la chaleur de l'accueil. La question pour le voyageur est désormais purement pragmatique. Quand on doit choisir ou dépenser plusieurs milliers de dollars durement gagnés, ira-t-on là où on vous fouille et où on vous soupçonne, ou là où on vous traite comme un invité d'honneur? Le marché du tourisme est global et ultra concurrentiel. L'Amérique est en train de perdre son avantage historique, non pas parce que ses paysages sont moins beaux ou ses parcs moins impressionnants, mais parce que son interface avec le monde est devenue hostile. On ne force pas quelqu'un à venir dépenser son argent dans une forteresse. Le calcul politique qui sous-tend ce durcissement est pourtant clair. À court terme, la fermeté migratoire rapporte des points précieux dans les urnes. La peur est un moteur électoral puissant, et montrer que l'on tient la frontière est un gage de crédibilité pour une partie de l'électorat. Mais à moyen terme, ce calcul est une catastrophe. Il coûte cher en croissance, il coûte cher en emploi, et il détruit le soft power américain. Le tourisme n'est pas qu'une affaire de chiffre d'affaires, c'est aussi un outil d'influence inégalé. Chaque visiteur qui découvre le pays, qui admire sa nature, qui échange avec ses habitants, repart dans son pays comme un ambassadeur informel de la culture américaine. En coupant ce lien, les États-Unis se privent d'une armée invisible de défenseurs de leur modèle. On ne peut pas rester une superpuissance économique et culturelle si l'on se comporte comme une citadelle méfiante et recluse. La sécurité a un prix, et ce prix est celui de l'attractivité et de la prospérité. L'Amérique est en train de découvrir qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être à la fois le centre du monde et un bunker fermé. La méfiance généralisée finit par créer un pays de second rang dans l'imaginaire des voyageurs. L'Empire s'isole, et dans l'isolement, il s'affaiblit. Face à ce naufrage annoncé, 2 scénarios se dessinent pour l'avenir de la bannière étoilée. Le premier est celui d'un durcissement permanent. Dans cette hypothèse, les États-Unis acceptent une baisse structurelle de leur tourisme international, se recentrant sur une clientèle domestique et une élite mondiale ultra riche, capable de payer le prix fort pour franchir les obstacles. L'Amérique deviendrait alors une destination de niche, prestigieuse mais fermée, confirmant son statut de forteresse isolée du reste de l'humanité. Le second scénario est celui d'un sursaut pragmatique. Après le choc politique et la réalisation des pertes économiques abyssales, les autorités pourraient revenir à une stratégie d'ouverture. Simplification massive des visas, fin de l'hypersurveillance numérique pour les touristes de loisirs et lancement d'une grande campagne mondiale de reconquête. Ce choix ne concernerait pas seulement l'économie, il toucherait au modèle de société même que les États-Unis veulent incarner. L'Amérique peut-elle encore être à la fois une forteresse sécurisée et la vitrine lumineuse du monde libre? Les deux concepts semblent aujourd'hui mutuellement exclusifs. Le pays est à la croisée des chemins, obligé de choisir entre sa paranoïa et sa prospérité. En résumé, entre les travel bans, les visas hors de prix et désespérément lents, l'hypersurveillance numérique et un discours national saturé par la peur de l'autre, les États-Unis ont créé les conditions idéales d'un déclin durable. Le tourisme international n'est pas un acquis, c'est un flux fragile qui demande de la confiance et de la fluidité. En voulant se protéger du monde et de ses menaces réelles ou supposées, l'Amérique est en train de réussir une prouesse inattendue, elle se protège de l'argent du monde, de son admiration et de son influence. Les terminaux de JFK ou de l'Axe sont les baromètres de la santé d'un empire qui semble avoir perdu sa boussole. Combien de temps une superpuissance peut-elle encore rester au centre de l'imaginaire global si plus personne ne vient la voir de ses propres yeux, si le voyage vers ses côtes ressemble plus à une garde à vue qu'à une promesse de bonheur? Le tourisme est l'ultime test de séduction d'une nation. Si l'Amérique échoue à ce test, c'est peu, être que le rêve qu'elle proposait n'est plus qu'un souvenir, jalousement gardé derrière des barbelés administratifs. Le business du voyage meurt dans le silence des bureaux consulaires, et avec lui, une partie de ce qui faisait l'exception américaine. L'Empire est peu, être sauf, mais il est de plus en plus seul.